Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice numéro 3 du bac S 2019, centre étranger, c'est exercice sur les complexes. Enfin un exercice sur les complexes un petit peu digne de ce nom. C'est pas très compliqué, on a deux parties. Donc une première partie, vraiment là on est sur du classique. Une deuxième partie, bon, il y a une chose ou deux un petit peu qu'il faudra vraiment bien expliquer. Donc on démarre tranquillement, partie A, donc des exemples. Alors le but de l'exercice, c'est d'étudier, de déterminer des complexes Z non nuls, non nuls ça aura son importance, tels que 1Z2, enfin 1 Z2 et 1 sur Z soient alignés. Voilà. Alors déjà Z non nul c'est normal, vous voyez, parce qu'on considère 1 sur Z, donc forcément Z ne peut pas être égal à 0. Voilà. Donc c'est un problème d'alignement. Alors première partie, donc un exemple, on prend Z égale I, voilà, et on vous demande forme algébrique des complexes Z2 et 1 sur Z. Là où c'est rassurant pour vous, démarrage, c'est la forme algébrique. La forme algébrique, c'est pas la plus compliquée, c'est la forme A plus BI avec A et B qui sont deux réels. A et B réels. D'accord. Donc déjà, Z égale I, c'est une forme algébrique. C'est 0 plus une fois le complexe I. D'accord. Ça veut dire que si vous placez le point, eh bien, le point qui correspond à ce I aura pour coordonnées 0, 1. D'accord. Donc on le fera parce que c'est la question 2 de faire un dessin. Ensuite, on considère donc Z2. Alors Z2, c'est donc I carré. Par définition du nombre I, I carré vaut moins 1. D'accord. Et moins 1, c'est une forme algébrique. C'est moins 1 plus 0I. Ensuite, 1 sur Z, c'est donc 1 sur I. Voilà. Alors ici, on n'aime pas avoir des I en bas, vous voyez, parce que dans la forme algébrique, les I sont toujours en haut. Donc, eh bien pour ça, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du complexe qui est dessous, donc par moins I. Voilà, en haut et en bas par moins I. Alors, ça a l'avantage, ce moins, qu'en bas on a moins I carré. Et en haut on a moins I. Et moins I carré, comme I carré vaut moins 1, moins I carré, ça vaut 1. Et en haut on a moins I. Donc, eh bien la forme c'est 0 moins une fois le nombre I. D'accord. Donc, la forme algébrique c'est moins I. Vous pouvez répondre moins I, ça sera accepté. Donc voilà, question simple pour démarrer. Alors on aurait pu vous demander les formes donc exponentielles, alors je vais le faire, c'est pas demandé, mais ça permet comme ça de réviser rapidement des choses qu'il faut absolument connaître. I, c'est un complexe, le point qui correspond à I, alors je vais le placer tout de suite, il est en haut du cercle, vous voyez, ici. Donc il est sur le cercle, donc un module 1 et un argument pi sur 2. Ce complexe, sa forme c'est 1 EI pi sur 2. D'accord, je mets le 1 pour bien insister sur le module 1, mais on écrit en général EI pi sur 2. Voilà. Si vous faites Z carré, vous aurez donc à mettre EI pi sur 2 au carré. Et par propriété des exponentielles complexes, le 2 va rentrer en coefficient, ça sera EI pi sur 2 fois 2. Et donc ça fera EI pi. D'accord. Et voilà pourquoi Z2 va se retrouver en moins 1. Parce que EI pi, ça vaut moins 1. Donc voilà pourquoi vous allez le retrouver ici. Avec sa forme algébrique, c'est moins 1. Parce que EI pi, ça vaut moins 1. Et 1 sur Z, pour 1 sur Z, ça fera donc 1 sur EI pi sur 2, et propriété des exponentielles complexes, comme les exponentielles d'ailleurs, ça c'est E de moins I pi sur 2. Quand on change d'étage, on prend un moins dans l'exposant. Et E moins I pi sur 2, donc on est en bas. Voilà, on a bien donc moins pi sur 2 et un module 1. Voilà, ça c'est juste pour rajouter. Placez les points N1 d'affixe Z2, P1 d'affixe 1 sur Z. Et on vous parle du point A. Alors le point A, c'était donné dans le texte. A, il est sur le dessin. Il a pour affixe 1. D'accord, il est déjà placé. Ensuite, Z2, donc c'est N1. Ça veut dire que N1, donc on a dit Z2 c'est moins 1. Donc les coordonnées de N1, partie réelle de moins 1 c'est moins 1. Partie imaginaire c'est 0. Donc moins 1, 0. On est donc ici. Donc ça c'est N1. Ensuite 1 sur Z. Moins I. Donc ça veut dire que P1 aura pour coordonnées 0 parce que la partie réelle c'est 0 et moins 1. Et donc P1, 0, moins 1, on est en bas. Et effectivement, on remarque bien que les trois points A, N1 et P1 ne sont pas alignés. Voilà donc pour ce premier exemple.
Deuxième question, une équation. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation d'un connu z, donc z2 plus z plus 1 égale 0. Ceci est une équation du second degré à coefficient réel, hein, ici. Les coefficients, donc A c'est 1, B 1 et C égale 1. On va donc calculer le discriminant. Donc, comme d'habitude, on présente ça tranquillement. B carré moins 4AC, donc 1 moins 4 moins 1. Ce qui fait 1 moins 4, donc moins 3. Moins 3, c'est négatif. Donc, il y a des solutions dans le monde complexe. Hein, d'accord ? Alors, chez les réels, il n'y a pas de solution réelle. Par contre, vous avez donc deux solutions qui seront complexes. On sait qu'elles sont non réelles, hein, et elles sont conjuguées en plus, ces solutions. La première, Z1, donc c'est moins B. Donc je vais rappeler peut-être la formule. Hein, moins B, moins racine de moins delta, ou valeur absolue de delta, ça revient au même, divisé par 2A. Ça, c'est la première. Donc, ça me donne moins B, moins 1, moins racine de 3 sur 2A sur 2. D'accord ? Donc, et j'ai oublié, pardon, le plus important. Hein, ici, excusez-moi, mais là, vraiment, c'est très très important d'insister là-dessus. Ici, vous avez un I. Hein, vraiment, il ne faut pas l'oublier, sinon vous n'êtes pas dans le monde complexe. Et ça donne donc, alors si on met sous une forme, ça fait moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2 fois I. Et la deuxième solution, je vous ai dit, elles sont conjuguées, donc c'est même pas la peine. Vous mettez un plus à la place du moins, ça fait moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2 I. Voilà. On ne vous demande pas de mettre sous une autre forme, donc on va laisser sous cette forme. Ça, c'est la forme algébrique. Donc les solutions, c'est moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2 I, moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2i. Troisième question, un deuxième exemple. Dans cette question, on pose z égale moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors, ce qui est rassurant, c'est que c'est ce qu'on avait trouvé. Alors ici, petite remarque, que j'aurais dû faire d'ailleurs avant, le i est placé avant la racine carrée. Alors, c'est plus pratique pour éviter, finalement, quand on a racine, de penser que le i est sous la racine. Ça évite en fait de fermer la racine, voilà. Donc souvent, quand on a une racine carrée, on met le i d'abord et la racine carrée après pour éviter l'ambiguïté de la longueur ici, du symbole de la racine carrée. Donc, dans cette question, on demande la forme exponentielle de z. Alors, on est parti, première chose, alors on le reconnaît, hein, z là, moi je vois tout de suite ce que c'est, mais voilà. Mettons-nous à la place d'un élève lambda, donc module de z. Vous calculez donc la racine carrée de la partie réelle au carré, donc ici vous aurez un carré plus un deuxième carré. Ici on met moins 1 demi, et là on met racine de 3 sur 2. Surtout on ne met pas les i, hein, pas d'erreur comme ça, s'il vous plaît. Moins 1 demi au carré, ça fait un quart. Vous avez de toute façon une somme de deux nombres positifs là. Hein. Racine de 3 au carré, ça fait 3 sur 4. Et on trouve donc racine de 4 sur 4 qui fait 1. Donc on trouve 1. Voilà. Ce complexe z, il a pour module 1. Donc ça veut dire que on va chercher un nombre θ, tel que le cosinus c'est moins 1 demi, la partie réelle, et le sinus c'est racine de 3 sur... Et on sait qu'il existe un nombre θ qui vérifie ça, parce que le module c'est 1. D'accord ? Donc là, c'est du cours sur la trigo. Donc on a un cosinus négatif, un sinus positif. Donc on est à gauche ici, en haut à gauche. Dans une famille où le cosinus vaut 1 demi. Et ça, c'est la famille des pi sur 3. Donc on est dans la famille pi sur 3 en haut à gauche. C'est donc 2 pi sur 3. Modulo bien sûr 2 pi. Hein. Donc z, c'est 1 EI 2 pi sur 3. Qu'on écrit EI 2 pi sur 3. Ensuite, on vous demande Z2. Alors Z2, c'est donc EI 2 pi sur 3 au carré. Alors je l'ai déjà dit, l'exponentielle, propriété, le 2 qui est en puissance va pouvoir rentrer dans l'exposant. Ça fait EI 2 pi sur 3 fois 2. Et donc ça fait EI 4 pi sur 3. Alors vous pouvez le laisser comme ça ou le transformer parce que 4 pi sur 3, si on enlève 2 pi, on enlève un tour, ça fait moins 2 pi sur 3. Donc vous pouvez le donner sous la forme E moins I de pi sur 3. Maintenant, 1 sur Z. 1 sur Z, c'est donc 1 sur EI de pi sur 3. Propriété des exponentiels complexes, on peut le remonter en mettant un moins E moins I de pi sur 3.
D'accord? Donc la propriété que j'ai utilisée ici, c'est que 1 sur EI θ, c'est E moins I θ. D'accord? Et tout à l'heure, j'ai utilisé la mise au carré, E de I θ au carré, c'est 2 E de I 2 θ. Voilà. Alors ce qu'on peut remarquer, eh bien, c'est que 1 sur Z est égal à Z2. Est-ce que c'est normal? Eh bien, petit plus ici, si vous remarquez, E de I 2pi sur 3, si on le met au cube, ça vaut EI, propriété, le 3 va rentrer, EI 6pi sur 3. Et donc ça vaut EI 2pi qui vaut 1. Ça veut dire que Z3 est égal à 1. D'accord? Et comme Z est non nul, regardez la petite astuce, Z3 c'est Z2 fois Z. Eh bien je peux diviser par Z, ça fait Z2 égale 1 sur Z. Et on retrouve en fait ça. Évidemment ça c'est juste un petit plus pour le plaisir. Voilà, on continue. On vous demande après de placer N2 et P2 d'affixe Z2 et 1 sur Z. Alors moi personnellement je trouve ça un petit peu piégeant parce que quand on est un élève, qu'on arrive devant un exercice comme ça paraît étrange que les deux points soient les mêmes. Voilà. Hein, ça, c'est peut-être des petites erreurs de texte. Alors, évidemment qu'on remarque que les points sont alignés parce qu'il y a deux points qui sont identiques. En fait, vous n'avez que deux points. Alors, ça n'empêche pas qu'on va quand même placer Z2 correctement. Donc, je dois placer EI moins de pi sur 3. Alors, première remarque, le module c'est 1. D'accord? Donc, comme le module d'un EI θ, d'ailleurs tous les EI θ en module 1, ça veut dire qu'on a un point qui est sur le cercle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut placer moins 2i pi sur 3. Alors 2pi sur 3, EI 2pi sur 3, donc premièrement, on est en bas. On est quelque part ici sur cette partie du cercle, dans la famille des pi sur 3. Alors pi sur 3, je vais quand même le placer, on a dit tout à l'heure, c'est la moitié ici, le cosinus vaut 1,5, donc pi sur 3, vous l'avez exactement là, ça il faut le savoir. Voilà. Donc dans la famille pi sur 3, ils sont 4. Il y a lui, il y a celui qui est en dessous, moins pi sur 3. Vous avez celui qui est au moins 1,5, donc voilà, qui va se retrouver ici symétrique de pi sur 3, c'est 2 pi sur 3, donc tout à l'heure on a placé ça. Et ici, en bas, on a moins 2 pi sur 3. Donc moins 2 pi sur 3, il va être exactement ici, à l'intersection du moins 1,5 et du cercle. Voilà, exactement ici. Alors le souci, c'est que c'est à la fois P2 et N2. Donc oui, le point A est aligné avec P2, N2, parce que vous n'avez que deux points, et deux points sont toujours alignés. Donc voilà pour ces premiers exemples. Donc la partie A est terminée. On va attaquer la partie 2, l'étude du cas général. Partie B, étude du cas général. Donc soit Z un complexe non nul, de façon à ce qu'on puisse considérer donc un point N d'affixe Z carré. Donc on va noter tout ça. Il faut s'approprier toujours le texte. N c'est donc Z carré, P c'est 1 sur Z. Donc voilà pourquoi il faut que Z soit non nul. Encore une fois, établir une relation, alors ça c'est de l'algèbre, on n'est pas dans les complexes. On vous propose donc une égalité pour Z différente de 0. Alors, est-ce qu'il faut partir de la gauche pour la droite ou de la droite pour la gauche? Eh bien là, je pense que le meilleur réflexe, la bonne habitude, c'est de partir de la forme factorisée et de la développer. C'est beaucoup plus facile de développer que de factoriser. D'accord? Donc on part de la droite. Donc ici, on va considérer donc Z est différent de 0, donc soit Z différent de 0, de façon à ce qu'on puisse avoir 1 sur Z, donc Z de 2 plus Z plus 1 fois 1 moins 1 sur Z. Voilà, c'est de la distributivité, donc Z2 fois 1. Ensuite, moins Z de 2 fois 1 sur Z, là je vais doucement, mais vous pouvez aller plus vite, plus donc Z fois 1 Z, plus Z, alors je mets tout de suite le moins, donc moins Z fois 1 sur Z, plus 1, moins 1 sur Z. On a bien 6 termes, c'est bon. Alors le premier c'est Z2. Z2 fois 1 sur Z. Alors, il faut savoir gérer ce genre de choses. Ça fait donc Z2 sur Z. Donc Z2 c'est Z fois Z sur Z fois 1. Vous voyez qu'en simplifiant par Z, qui est non nul, ça fait bien Z sur 1, donc ça fait Z. Alors on peut le voir autrement. Ce Z qui est dessous, c'est un Z1. Donc les exposants, si vous le remettez en haut, ça fait Z puissance moins 1. Et donc en haut, ça s'ajoute, ça fait 2 moins 1. Voilà pourquoi, simplement, ça fait Z. J'explique peut-être un peu trop là, mais bon. Donc plus Z, ensuite Z fois 1 sur Z. Ben, ça fait combien ça? Z fois 1 sur Z.
eh bien ça fait z sur z, comme z est différent de 0, ça fait 1. Donc on a moins 1, plus 1, moins 1 sur z. Et là on a, vous voyez, les termes qui s'annulent, 2 par 2. Voilà. Et donc il nous reste z2 moins 1 sur z, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc CQFD. Question 2. Alors là, il faut faire très attention, vous voyez, il y a des petits points de détail sur lesquels je pense que beaucoup d'élèves vont passer, mais ici on est vraiment là pour aller dans les détails. Donc on rappelle que si U est non nul, ça, donc on prend U différent du vecteur nul. On prend V quelconque, donc V peut être nul, et donc ils ont des affixes, donc ZU et ZV, ça c'est donc les affixes de ces deux vecteurs. Voilà. Et donc la propriété c'est que U et V sont collinaires, si et seulement si, eh bien ZV peut s'écrire K fois ZU. Alors, petit point de détail, pourquoi est-ce qu'on précise que U doit être non nul? D'abord, il faut savoir, une propriété, c'est que le vecteur nul, il est collinaire à tous les vecteurs. Et collinaire à tous les vecteurs. Ça, c'est une première chose. C'est par principe, on va dire par définition, on a accepté ça. Voilà. Alors, pourquoi U doit être non nul? Parce que ça veut dire que V est le vecteur nul. Donc on va prendre le cas si U est égal au vecteur nul. Qu'est-ce qui se passe? Si U est égal à vecteur nul, V et le vecteur nul sont collinaires. Donc V et U sont collinaires. D'accord? Et pourtant, V ne peut pas s'écrire K fois vecteur nul. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Parce que si on prend V non nul, mais ça veut dire qu'à gauche, j'avais un vecteur non nul, et à droite, comme vous avez pris un U qui est nul, vous auriez ici un vecteur nul. Donc ça n'est pas possible. Donc c'est pour ça que cette définition qui utilise U égale K fois V, elle nécessite, ici ils ont fait V égale K fois U, elle nécessite une petite précision. C'est que cette définition de la collinarité, elle nécessite d'avoir ici un vecteur U qui est non nul. Voilà. Si vous voulez éviter ça, pour rentrer dans les détails, il faut, U et V sont collinaires. Dans le cas général, il faudrait avoir ici un deuxième coefficient K'V égale K fois U. Dans ce cas-là, vous couvrirez tous les cas. Bon, là, on va rester vraiment sur le texte. On va prendre U non nul. Ce que je vous propose, c'est de regarder la relation qu'on vient de démontrer et de voir un petit peu ce qu'on pourrait en faire. Alors, ici, on a Z2 moins 1 sur Z. Alors, je vous rappelle que N, il a pour affixe Z2. Et que P a pour affixe 1 sur Z. Donc, Z2 moins 1 sur Z, ce n'est autre que Zn moins Zp. Donc c'est Z du vecteur, ici donc Pn. D'accord? Point d'arrivée moins point de départ. Et donc on a déjà ici un petit bout de ce qu'on a. On a ici Zpn à gauche. Donc ça va en fait être notre Zv. Le vecteur V, ça va être Pn. Et donc à droite, il faut trouver K fois un vecteur, K fois ZU. Et donc, je vous rappelle aussi que le point A a pour affixe 1, donc 1 moins 1 sur Z, c'est donc ZA moins ZP, et donc c'est ZPA. Et on l'a, ça veut dire que la relation donc, du 1, Z2 moins 1 sur Z égale Z2 plus Z plus 1 fois 1 moins 1 sur Z, c'est équivalent à dire que ZPN est égal à Z2 plus Z plus 1 fois ZPA. Et donc, qui va jouer le rôle de K? C'est Z2 plus Z plus 1. Alors ça, on va le garder. D'accord? Et donc, on va commencer notre démonstration. Alors, il faut en déduire que A et P sont alignés si et seulement si Z2 plus Z plus 1 est un réel. Vous voyez, on commence à avoir des liens entre tout. Donc, ici, A et P alignés. Ça équivaut en collinarité. Alors, je vais utiliser ces vecteurs. Pour l'instant, ça veut dire que Pn et Pa sont collinaires. Et à ce moment de la partie, Pn et Pa peuvent très bien être nuls. Ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est que si je veux utiliser la propriété, ici, il faut que j'ai un vecteur, donc U non nul. C'est ça sur lequel j'avais insisté au début. Donc ici, il va falloir que je prenne un premier cas, si le vecteur Pa, donc ici, si Pa est non nul. Donc premier cas, qu'est-ce qui se passe? Si Pa est non nul, je peux utiliser la propriété. Donc premier cas, si le vecteur Pa est non nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zp est donc différent de Za,
et donc z est différent de 1. Donc si z est différent de 1, on va pouvoir utiliser la propriété. Donc c'est équivalent, hein. Donc d'après la propriété qui est donnée, ça veut dire que il existe k un nombre réel, hein, tel que ZPN est égal à k fois ZPA. D'accord? Et on va utiliser ce que je viens de démontrer. Or, on sait ceci. Hein, d'accord? Et donc, ça équivaut à dire que k fois ZPA serait égal à Z2 plus Z plus 1 hein, fois ZPA avec k, donc un réel, toujours Z différent de 0. Et comme eh bien, on a supposé que PA est non nul, hein, eh bien, on peut diviser par ZPA. ZPA est non nul. Ça veut dire que eh bien, K va être égal à Z2 plus Z plus 1. Et donc, vous voyez, ça, et ça indique que Z2 plus Z plus 1 est réel. Et donc, dans le cas où PA est non nul, on vient de démontrer la propriété. Si Z2 plus Z plus 1 est un réel, ça veut dire que, eh bien, il existe bien un nombre K tel que ZPN égale K fois ZPA, et donc, AN et P sont alignés, et réciproquement, oui, si AN et P sont alignés, on arrive assez vite à Z2 plus Z plus 1 réel. Et donc, on est obligé par contre de faire un deuxième cas, si PA est égal au vecteur nul. Pour A, vecteur nul, ça équivaut à dire que Z égale 1. D'accord? Donc, si Z égale 1, ben, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que A1, N1 et P1, hein, en fait 1 sur Z, Z carré, ça vaut 1. Donc A1, N1 et P1 sont confondus. Ça veut dire qu'on n'a qu'un seul point. Confondu. Et donc, A, N et P sont alignés. Et en plus, Z2 plus Z plus 1, mais ça vaut 1 plus 1 plus 1, ça vaut 3, ça appartient bien à R. Donc effectivement, on a bien NP aligné, hein, et c'est équivalent à Z réel. D'accord? Donc ici, j'ai bien la propriété qui est vraie pour le cas particulier de Z égale 1. Et donc dans tous les cas, eh bien, on vient de démontrer que si les points N et P sont alignés, on avait bien Z2 plus Z réel, et que si Z2 plus Z plus 1 est réel, eh bien, on avait bien ANP aligné. Et donc, voilà, la propriété est démontrée. Voilà, question suivante. Hein, la question 2, sincèrement, pour moi, elle est peut-être un petit peu trop difficile au niveau rédactionnel, hein, à cause de ce petit cas particulier. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si ça vous paraît dur. Et si vous aviez oublié finalement ce petit cas particulier, je pense que beaucoup l'oublieront. Voilà. Donc ici, on va repasser sur les choses plus classiques. Hein. Voilà, c'est plus du calcul. Hein. Donc on pose z égale x plus y. Donc c'est la forme algébrique puisque x et y sont des réels. Et on va eh bien, justifier une égalité. Donc c'est simple. Hein. On parle de z2 plus z plus 1, mais on va le calculer en remplaçant z par x plus y. Voilà. Donc on va développer. On a donc une identité remarquable. x2, le double produit de xy plus le carré de iy. Alors attention, hein, quel est le carré de y? Alors je finis la ligne et après on y revient. Donc iy au carré, c'est i au carré fois y au carré. Le carré, hein, il passe sur les deux facteurs, et i carré c'est moins 1, donc ça fait moins y2. On obtient donc x2. Le moins y2 c'est lui. Ensuite on a un plus x plus 1, je mets tout ce qui n'a pas de i, et ensuite les termes avec des i. On a donc un 2ixy, donc ça fait ici en factorisant par i, ça fait 2xy. Et après, on a ce iy, donc ça fait plus 1. Plus 1 fois, fois y. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? C'est exactement ce qu'on nous donne, donc c'est QFD. Alors ce qui est bien dans le sujet quand même, c'est qu'on nous donne souvent, hein, ce qu'on doit démontrer, donc on n'est pas bloqué. Question 4. Détermine l'ensemble des points M d'un fixe Z différents de 0, tels que A, N et P sont alignés. Eh bien, on va utiliser la propriété un petit peu compliquée de la question 2. Donc ici, hein, en considérant donc soit Z différent de 0, on a déjà démontré que A, N et P alignés, c'est équivalent à Z2 plus Z plus 1 réel. D'accord? Ça, c'était valable pour Z différent de 0, donc c'est bon. Et ensuite, avec
Donc ça, c'est la question 2. Et maintenant, la question 3. Z2 plus Z plus 1, c'est x moins y2 plus x plus 1 plus i fois 2xy plus y, qui doit donc être un réel. Et toujours en n'oubliant pas que z doit être différent de 0. Et donc un réel, ça veut dire que sa partie imaginaire est nulle. Donc 2xy plus y doit être égal à 0. En n'oubliant pas donc, que z doit être différent de 0. Donc on doit résoudre cette équation. Alors, c'est une équation particulière. C'est une équation à deux inconnus. Donc il va falloir bien se débrouiller parce que ça, c'est pas simple. Il n'y en a qu'une déjà, c'est pas un système. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde. La seule chose, si vous regardez un petit peu, on peut factoriser par y. Il faut y penser bien évidemment, parce que sinon de toute façon vous êtes bloqué. Voilà, ça fait donc un produit qui est nul. Et un produit nul, ça veut dire que y égale à 0 ou 2x plus 1 égale 0. Conclusion. Donc y est égal à 0 ou x égale moins 1 demi. Et on n'oublie pas que z doit être non nul. D'accord? Alors z égale 0, je vous rappelle que ça donne x égale 0 et en même temps y égale 0. D'accord? Donc il faudra bien penser à enlever ça des solutions si jamais elles étaient dedans. Donc ici on a un ensemble. Alors y égale 0, qu'est-ce que c'est? Y égale 0, c'est une équation cartésienne. Y égale 0, c'est une équation cartésienne de quelle droite? Y égale 0, de l'axe donc des abscisses. D'accord? Ensuite, x égale moins 1 demi est une équation cartésienne d'une droite verticale, cartésienne, d'une droite, ici, qui est donc parallèle à l'axe des ordonnées, donc une droite verticale. D'accord? Donc, comme il y a un ou, ça veut dire que le point M, donc, M appartient à un ensemble formé de deux droites auxquelles il va falloir enlever le point ici pour lequel x égale 0, y égale 0, qui est dedans parce qu'il est sur l'axe des abscisses. Ça, c'est le point O. Ça veut dire ici que M est donc égal à l'origine. Si Z égale 0, donc nous, Z différent de 0, ça veut dire que M est différent de l'origine. Et l'origine, elle est sur l'axe des abscisses. Donc il va falloir que j'y pense. Donc M appartient donc à l'union de ces deux droites. Par contre, privé du point O, qui est l'origine du repère. Tracez cet ensemble sur le graphique donné. Alors le graphique, le voici. Donc déjà, vous tracez l'axe des abscisses. C'est l'endroit pour lequel donc y vaut 0. Le voici. Voilà, on pensera bien. Alors, je précise, ici donc, privé de l'origine. D'accord? Pour que z soit bien différent de 0. Et ensuite, on doit faire la réunion avec une droite donc verticale x égale moins 1 demi. Vous voyez? Voilà, donc ça veut dire que le point m'appartient à l'une de ces deux droites, ou aux deux quand il est sur l'intersection, mais pas à l'origine. Alors, quelque chose de particulier qu'on retrouve, c'est que cette droite, la verticale, vous voyez, elle passe par N2. Donc ça signifierait que dans ce cas-là, eh bien, les trois points sont bien alignés à N et P. Et effectivement, c'est ce qu'on avait démontré, c'était notre deuxième exemple. Et vous voyez bien ici que dans le premier cas, on avait pris donc le point M d'affixe I, et le point M d'affixe I, il n'est pas du tout sur ces deux droites. Donc c'est pour ça que N1, P1 et A ne sont pas alignés. Parce qu'on avait montré que quand M avait pour affixe I, on n'avait pas l'alignement. Donc voilà, on retrouve quand même tout ce qu'on a vu dans le sujet. Voilà, c'est terminé. Personnellement, bon, je l'aime bien ce sujet. Je trouve que la question 2, là, avec l'équivalence à démontrer un petit peu fine, vraiment sur le détail du vecteur nul, mais globalement, voilà, c'est un sujet qui permet de s'entraîner, qui permet de réviser la notion d'alignement avec des vecteurs et des complexes, des choses qu'on ne fait pas tout le temps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.